Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, nouvelle journée de mobilisation dans les lycées alsaciens de Strasbourg à Sarre-Union. De nombreux rassemblements ont eu lieu, parfois émaillés d'incidents. À l'approche de Noël, zoom sur une tendance à la hausse, la bière de Noël. Nous sommes allés nous pencher sur un brassin à La Poutroie. Et puis, connaissez-vous le café de spécialité? C'est en quelque sorte l'antidosette et il se développe. On verra ça à Strasbourg. Les lycéens avaient annoncé un mardi noir. De nombreux rassemblements se sont tenus à Strasbourg, Schiltigheim, Erstein, Sarre-Union, Colmar et Guebwiller notamment. Une mobilisation émaillée d'incidents comme ici devant le lycée Couffignal à Strasbourg ce matin. La circulation des trams a été perturbée une bonne partie de la matinée dans toute l'agglomération. Une dizaine de véhicules ont été incendiés à Strasbourg, Bischheim et Schiltigheim. Des arrêts de tram ont été brisés. En tout, 27 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. En France, environ 450 lycées ont été perturbés aujourd'hui. Ils sont partout, ne se voient pas, et pourtant ils feraient beaucoup de dégâts. Ce sont les perturbateurs endocriniens, et la ville de Strasbourg s'est engagée à lutter contre leur présence avec le réseau environnement santé. Il y a 3 mois, des élus strasbourgeois et parisiens participaient à un test pour vérifier la présence de certains composés chimiques dans leurs cheveux. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Camille Roland. Une mèche de cheveux pour la bonne cause. En septembre dernier, des élus strasbourgeois et parisiens ont participé à un test pour connaître leur taux de contamination aux perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques qui peuvent modifier le système hormonal. L'enjeu, rendre visible cette pollution invisible à l'œil nu. Et les résultats des analyses sont tombés aujourd'hui. 40 élus parisiens et strasbourgeois donc, ont fait ce prélèvement en septembre. Et donc plus de 90% des élus ont ce qu'on appelle des phtalates dans les cheveux, donc des perturbateurs endocriniens. Ça correspond aux études habituelles. Ça veut dire qu'on est tous en contact avec ces phtalates. Ça révèle que notamment le plastique, le PVC, est partout dans nos vies. Le phtalate est partout, dans le PVC, les médicaments, l'alimentation ou encore les vieux jouets en plastique. Et pour la santé, les conséquences sont désastreuses. Ces 2 dernières décennies, les pathologies cancéreuses ont été multipliées par 4 par rapport à ce qui était attendu, les pathologies cardiovasculaires par 5 et les maladies particulièrement les maladies métaboliques, mais particulièrement le diabète par 6. Donc ça, c'est bien le signe que ce type de produits, que sont les perturbateurs endocriniens, ont une action sur les maladies chroniques que l'OMS appelle d'ailleurs épidémiques. 99,6% de la population est exposée aux perturbateurs endocriniens. Et une période de la vie y est particulièrement sensible, la grossesse. Toute la population peut être touchée, mais la période la plus sensible, c'est les femmes enceintes, pour elles-mêmes et surtout pour l'enfant à naître. On sait que ça peut augmenter le risque de diabète, d'obésité ou d'asthme même chez les enfants plus tard. Donc c'est important que les femmes enceintes essayent d'être le moins possible en contact avec donc, le plastique et l'alimentation, le plastique et l'eau, mais aussi sur les vernis à ongles ou les cosmétiques, essayer d'utiliser le plus bio possible et le moins utiliser de cosmétiques possible parce qu'on sait que ça risque de se transmettre au bébé. Au quotidien, des gestes simples peuvent être appliqués pour limiter l'exposition, éviter les emballages plastiques, aérer et nettoyer fréquemment les lieux de vie ou encore privilégier les cosmétiques biologiques. Les collectivités s'engagent elles aussi. Plusieurs actions vont être lancées à Strasbourg en 2019. Sur la restauration scolaire, la ville maintenant n'utilise quasi plus de barquettes en plastique, c'est de l'inox qui est utilisé pour être chauffé. Et donc on va aller plus avant en accompagnant notamment des femmes enceintes suivies dans ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile, les jeunes parents aussi avec les enfants. On va également bien sûr aller vers les personnes qui travaillent leur sol, pour les petits jardiniers amateurs, les jardiniers familiaux pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Et on va aussi dans le système de la petite enfance, essayer de voir si on peut réduire le PVC, parce que le PVC, notamment dans les sols, semble relarguer également des phtalates. Les phtalates ne disparaîtront pas de sitôt, mais l'ambition de la collectivité est pour l'instant de limiter les risques. C'est une des tendances de cette fin d'année. La bière de Noël est devenue incontournable chez les brasseurs. Et si elle se trouve maintenant dans tous les rayons, la production, elle, a démarré dès cet été. Et c'est à La Poutroie que nous y avons assisté. C'est la première bière de Noël pour la brasserie du Pays Welsh, Marinzis.
Quels sont les ingrédients qui donnent ce goût et cette couleur unique à la bière de Noël ? Le composant principal de la bière, l'eau, reste inchangé, mais une attention particulière est donnée au houblon et au malt. Quand on travaille une recette pour la bière de Noël, on cherche à développer des arômes et des couleurs plus chaleureuses. Et là, ça c'est ce qu'on va trouver avec un malt que l'on appelle caramel, c'est-à-dire un malt qui est plus torréfié. Et donc plus le malt sera torréfié, plus il va donner une couleur un petit peu plus sombre à la bière et aussi des arômes un petit peu plus chaleureux dans les chocolats, tous les fruits un petit peu plus chaleureux. Et c'est ça qu'on cherche à développer quand on fait une recette de bière de Noël. Comme pour le vin chaud, dans le brassin de Noël, des épices sont ajoutées. Orange, citron, cannelle, clous de girofle, il y en a pour tous les goûts. Ici, la recette est gardée secrète. Vous pouvez peser juste, très juste, au gramme près. Et après, tout ça, on le fixe sur une barre qui permettra de mettre en infusion. Ces gros sachets de thé sont ensuite plongés dans cette grande cuve pendant la phase d'ébullition. S'ensuit la fermentation, puis la phase de garde dans une cuve réfrigérée pendant 2 à 3 semaines. Toutes ces étapes demandent du temps, impossible donc de s'y prendre à la dernière minute comme le feraient certains pour les cadeaux de Noël. Les bières de Noël, il faut commencer à les préparer fin d'été en fait. Parce que les bières, ce sont de nombreuses étapes qui demandent du temps. Donc entre le moment où on démarre un brassin et le moment où on pourra commercialiser une bouteille, il se passe quasiment 2 mois. Et alors que l'on consomme la bière de Noël un peu partout en Alsace, dans la brasserie du Pays Welsh à La Poutroie, ce sont déjà les bières de printemps qui sont en préparation. Une autre boisson qui se diversifie, c'est le café. Il se déguste désormais comme un grand cru et il séduit toujours plus d'amateurs. Une poignée d'enseignes propose du café dit de spécialité à Strasbourg. Le dernier en date a ouvert ses portes à 2 pas de la Petite France. À l'origine, il y a ce grain vert, cru, encore peu odorant. Il peut venir du Honduras, du Pérou ou de l'Équateur. De petits producteurs toujours. Puis vient l'étape de la torréfaction, de la brûlerie qui lui donnera sa couleur plus foncée et aussi son goût. Enfin, vient la mouture plus ou moins fine et son extraction. Et là, c'est le talent du barista qui fera toute la différence. Qui pousse la porte de l'Escabeau à la Petite France entre dans un nouveau monde du café où il faut se familiariser avec des définitions et des nouvelles odeurs. On parle ici de café de spécialité, de méthode douce, de Chemex. Ici, ce qu'on défend, c'est un café qui va avoir une typicité, une vraie identité. On en a marre d'avoir un café uniforme, toujours un peu amer, toujours fade, qu'on prend par habitude plus que par plaisir. Ce qu'on veut, c'est réhabiliter la notion de plaisir dans la dégustation du café. Pour ça, il faut des goûts marqués. Il faut des choses qui soient typées. Et justement, le café vient de plein de pays différents, de plein de climats différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, même au sein d'un même pays, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir des cafés qui sont complètement différents. Ouverte il y a quelques semaines, cette boutique du centre de Strasbourg propose de découvrir ou redécouvrir le café. Parfois plus fruité, plus corsé ou plus acidulé. Avant cela, ces passionnés de café ont sillonné les routes d'Alsace à la rencontre de leur clientèle. Ils l'accueillent aujourd'hui chez eux. Ici, on peut boire son petit noir accoudé au comptoir ou repartir avec un latte macchiato ou encore acheter son café et tous les accessoires. Le camion, c'est un peu l'ambassadeur, l'évangélisateur d'Omnino pour faire connaître nos produits. Après un an de sillonnement, entre guillemets, de différents événements en Alsace, l'idée c'était pour pouvoir fidéliser finalement ceux qui ont découvert nos cafés et qui les ont aimés, de leur proposer un lieu. Et on a créé l'Escabeau. Alors l'Escabeau, c'est un petit peu une marche. On progresse dans le projet d'Omnino et c'est vraiment un lieu où on cherche à créer une convivialité puisque c'est une boutique café où il y a un comptoir. Et ce comptoir permet vraiment de venir déguster nos expressos, nos cafés et de venir bavarder. C'est vraiment de recréer la convivialité qu'on pouvait y avoir il y a quelques années autour d'un café. On l'aura compris, la philosophie ici est loin de là de Z. Créé en 2017, Omnino compte aujourd'hui 4 salariés. Et l'aventure ne s'arrête pas ici. Il reste du chemin pour favoriser l'émergence d'un art du café à la française.
On a encore une feuille de route qui est assez longue si on veut arriver un peu à nos fins en termes entrepreneurial, on va dire, puisqu'on pourra, nous, se dire que ça y est, le défi a été relevé le jour où on peut ouvrir une vraie brûlerie en centre-ville. Donc la brûlerie, c'est un lieu où on torréfie le café. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est le faire en faisant ça devant les gens, en vraiment faisant participer un maximum les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que c'est que le métier de cuisinier du café. Donc ça va être vraiment notre défi pour l'année 2019. De quoi donner au café une place centrale et plus en bas de la carte. Et on termine ce JT en prenant la direction de Paris. Même loin d'Alsace, nombreux sont ceux qui gardent le goût des gâteaux de Noël. Et à la boulangerie de Raoul Meder, on ne dérogerait à la règle pour rien au monde, Nora Boiriois. Thérèse a exprès fait un détour ce matin pour acheter les incontournables petits biscuits confectionnés à l'occasion des fêtes de fin d'année, les bredele ou bredala, dans cette boulangerie-pâtisserie alsacienne. La cannelle, la muscade, épicée, ce petit côté gâteau sec, pas gras, c'est assez onctueux quand même, mais ce n'est pas écœurant. Voilà. Puis c'est la tradition alsacienne. Derrière cette tradition alsacienne se trouve Raoul Meder, qui utilise des recettes transmises par son père boulanger-pâtissier alsacien, venu s'installer à Paris en 1968. J'ai rien à toucher. Ce sont des recettes qui étaient suffisamment riches. Sur le Kouglof, ça a un peu évolué parce que sur Paris, les gens préfèrent une recette un peu plus briochée, alors qu'en Alsace, on était sur une recette un peu moins riche, donc obligatoirement. Et puis les Alsaciens, on n'a pas peur, en fait, nous, de manger le Kouglof le lendemain, histoire de le tremper dans un Gewürztraminer, ça nous fait absolument pas peur. Alors que sur la clientèle parisienne, on a des gens qui préfèrent beaucoup plus cet aspect brioché. La période des fêtes de fin d'année est toujours dense pour Raoul Meder. Juste pour la Saint-Nicolas, 2000 Männele sont fabriqués. Puis viennent les Kouglof et les Stollen, de quoi faire flotter un air d'Alsace à Paris. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour de Liviane. Dans la série des t-shirts plus ou moins drôles à la gloire des régions, on a trouvé un autre site à l'humour plus douteux que les Alsaciens Made in Alsace ou Bretzel Airlines. Le site Perle des régions propose bien sûr des t-shirts alsaciens, mais ce sont surtout ces t-shirts lorrains qui vont encore mettre de l'huile sur le feu dans la grande région.